Bonjour les enfants, je suis le Père Mauvais. J'espère que cette année vous avez été tous bien mauvais. Oui. On va commencer par le petit Eric. As-tu été bien mauvais cette année? Oh oui, j'ai fait croire à tout le monde que des méchants enfants allaient remplacer tous les gentils enfants pour jouer avec leurs jouets et qu'ils feraient plein de bêtises. Et après j'ai décidé que je serais délégué de classe et que je dirais à tous les méchants enfants de partir de la classe s'ils voulaient pas changer leur méchant prénom. Et ensuite... Eric, ferme-la! Ce n'est pas ça être mauvais, non. Ça, c'est être un gros con, une enflure, un petit fils de doublé d'un... Mais bordel, comment on peut être aussi vieux et aussi con et avoir une tête de... alors qu'on a que 8 ans? Pardon, les enfants. Eh merde, t'es encore là, petit con! On t'a pas dit de bien la fermer, ta grande bouche? Ah, et c'est quoi cette coiffure, bordel? Cette mèche-là qui tient dans le vent et toute la journée, ta corps de paperasse. Mauvais Studio. Eu sou Michel Tutel. Je suis Frank Magic. E você está ouvindo o Movie Travail. Frank Magic. Michel Tutel. Mauvais travail. Frank Magic. Et moi. Michel Tutel. Oh la vache, ça éclabousse. Mon corps a plus d'abandon. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bordel, ils nous volent notre travail. Michel Tutel. Et moi. Mauvais travail. Frank Magic. Le sort de la terre va dépendre de vous. Pardon. Olá, pessoal! Bem-vindo ao episódio de Natal do Movie Travail. E eu vou começar desejando a todos vocês um Feliz Natal! E como em todo show, eu não estou sozinho porque estou com o Franky. Olá, Franky, como você está hoje? Oh, tu fais quoi encore là, Michel? Déjà, joyeux Noël, Franky, et pour mon intro, comme on a pas mal d'auditeurs brésiliens, je me suis dit que je parlerais bien un peu le portugais, alors j'ai appris ça hier soir, vite fait. Alors, on va remercier également JCT qui nous a laissé un message sur le mauvais répondeur. Alors, j'ai pas encore écouté, mais on va se mettre ça tout de suite. Salut McFly, salut Carito, joyeux Noël à vous les gars. Encore bravo pour votre travail avec Manu. Qu'est-ce qu'il y a, Jacqueline? C'est pas McFly Carito. Expliquez-vous là, C'est pas le rendez-vous de 16h. Comment ça, c'est pas McFly Carito? C'est quoi comment ça là? Attendez, bougez pas, je regarde mes fiches. Attendez. Ah oui, c'est ça, c'est les autres là, vous savez, les mauvais travail. Allez, salut, mauvais journal. Hein. Ah non, c'est le mauvais travail. Ouais, ça ira, c'est bon. Hein. Ah les gars, ça fait tellement plaisir. Et écoutez, j'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël. Hein. Voilà, allez, bisous. Ciao, ciao. Ah super, le mec tu le vires, il revient par la fenêtre. Joyeux Noël Tannen. Merci pour ce commentaire et juste avant de te passer le micro, Franky, je voulais juste faire un peu de promo pour la Mauvaise Boutique où vous pourrez retrouver tous les goodies Mauvais Travail dès maintenant avec les pins parlants, la peluche Ruffo, la cafetière aux couleurs de l'émission et la boule à neige Franky nue dans la neige entre autres. Et avec le code promo MAUVAIS, vous aurez jusqu'à 0,5% de réduction sur toute la boutique. Ceci étant dit, Franky, sommaire. Pour ce 13e épisode de Mauvais Travail, on a voulu un peu passer Noël avec vous les petits mauvais. C'est pour ça le titre de l'épisode. On attaquera donc juste après ce sommaire avec les mauvais travailleurs de Noël, suivi d'une belle surprise de Noël que nous a faite Maître Chien avec un trio qui conclut la trilogie Ruffo. Rappelons que si vous n'arrivez pas à choisir la musique qui accompagnera votre réveillon de Noël, vous trouverez la playlist Mauvaise Musique sur notre chaîne YouTube Mauvais Studio. Alors ensuite, on va attaquer le mauvais dossier avec une première partie qui sera une galerie de monstres de Noël. Puis viendra le jeu avec un Mary Poppins que Michel et moi-même avons concocté pour nos deux meilleurs challengers. La deuxième partie du mauvais dossier s'intéressera à une autre fête familiale célébrée en décembre, à savoir Festivus. Juste après, dans le rêve de Franky, je vous raconterai une célébration de Noël inédite. Surprise. Puis, Joël et Lionel nous proposeront un tuto spécial Noël pour faire des sous-sous. Et enfin, nous conclurons avec Mouloud Mackenzie qui nous racontera ses Noëls en famille. Et tout de suite,
les mauvais travailleurs du mois de Noël. Alors mon mauvais travailleur du mois, je sais pas si on peut le qualifier de mauvais ou de travailleur d'ailleurs. Eh bien c'est l'incroyable Andy Park, électricien de métier. Notre fan de Noël a décidé depuis le 14 juillet 1993 de fêter Noël tous les jours, ce qu'il fait maintenant depuis 28 ans. Enfin, lorsque l'article a été publié, il le faisait depuis 22 ans, mais bon, on va dire que notre indécrottable continue. Ce 14 juillet, il raconte à un de ses clients à quel point il aime Noël. Une fois arrivé chez lui, il entend des clochettes dans sa tête et tout naturellement se met à installer ses décos de Noël, se met un discours enregistré de la reine et sirote un verre de champagne à sa santé. Alors tout ça, ça a un coût puisque ce foufou d'Andy a tout de même dépensé 2 millions de livres sterling, soit 2,7 millions d'euros et plus s'il a continué. Sa fille, Carrie Ann, avoue être très inquiète pour son papa et l'invite à arrêter les frais puisqu'il n'a plus d'économie et a pris du poids. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il engloutit une dinde entière, des tartelettes fourrées et déballe des cadeaux qu'il se fait lui-même. Andy dit: Ma fille pense que ça détruit ma vie et que je vais finir sans sou, obèse et seule. Bah ouais, sa passion dévorante pour Noël et les dindes ne l'aide pas à rencontrer une femme. Il ajoute: Oh, je n'ai pas eu de petite amie depuis que j'ai commencé. Il a quand même eu rendez-vous il y a quelques années et cela n'a pas duré. Oh, tout allait bien jusqu'à ce que je l'invite chez moi. On était en août et j'avais mes décorations de Noël. Elle a présenté ses excuses et elle est partie. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Triste, n'est-ce pas? Et toi, Francky? As-tu un mauvais travailleur? Bah, mon gars, j'en avais un, mais tu viens de m'en mettre un deuxième. Bah, qui ça? Toi, mon gars. Pourquoi? T'as entendu parler du single d'Andy Park, It's Christmas Every Day? Ben, non. Eh ben, la MSNBC, elle en a bien entendu parler, hein. Quoi? C'est une chaîne d'infos en continu. Le gars cherchait à ce qu'on parle de lui au moment de balancer son single. Ça leur a mis la puce à l'oreille. Du coup, ils ont enquêté. Bah, il y a des incohérences, hein. Bah, ouais, par exemple, le mec, il garde la ligne, alors qu'avec ce régime, il devrait être obèse. Ouais, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Bah ouais, repas de Noël tous les jours, excuse-moi. Oui. Aussi, il fête Noël tous les jours, et on entend parler de lui que pendant la période des fêtes. Et puis il y a des journalistes qui ont enquêté, hein, d'autres chaînes, hein, même des journalistes allemands. Il a reçu une équipe de journalistes allemands à qui il a demandé 200 livres pour l'interview, pour demander encore plus ensuite. Autre fait troublant, son journal local, le Wiltshire Times, a renoncé à essayer de faire un article sur lui. Leur photographe s'est présenté plusieurs fois chez lui à l'improviste dans l'espoir de le voir en train de célébrer Noël. Mais Andy ne l'a même pas laissé rentrer. Bah d'accord, ok. Ouais, c'est louche, mon gars, c'est louche. Et ouais. Bon voilà. Donc, t'es aussi donc mauvais travailleur du mois, mon petit Michou, c'est ton petit cadeau de Noël. Oh, c'est comme ça que je suis né l'année en mauvais travailleur. Oh putain. Et bah ouais. Et donc voilà mon autre mauvais travailleur que j'avais aussi prévu. Alors c'est arrivé au Noël de l'année 2007 aux États-Unis. 34 personnes ont reçu pour Noël une carte envoyée par un mort. En effet, il s'agissait de leur ami Chet Flitch qui était mort 2 mois plus tôt. Voilà un exemple du contenu traduit par Google. J'ai demandé à Big Guy si je pouvais me faufiler et envoyer des cartes. Au début, il a dit non, mais sur mon insistance, il a finalement dit « Oh, bon sang, vas-y, mais ne reste pas là-bas. J'aurais aimé pouvoir vous parler de choses ici, mais les mots ne peuvent pas expliquer. Mieux vaut revenir, car Big Guy a dit qu'il a tiré un point pour me laisser la première fois, donc je ferais mieux de ne pas tenter ma chance. Je vais probablement vous voir, certains plus tôt que vous ne le pensez. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Chet Fitch. En fait, Chet n'est pas mort. Non, si, il est mort. Oh putain. Mais ça faisait 20 ans qu'il préparait sa blague avec la complicité de son coiffeur qui s'est occupé des expéditions. Waouh. Alors celle-là, elle est incroyable. Bah merci Francky, et avant d'entrer dans le vif de cet épisode du Noël des petits mauvais, on va s'écouter le tout dernier maître chien qui nous parle d'une rencontre qui a bouleversé sa vie ainsi que son nom puisqu'il s'agit de maître chien devenu maître chat pour vous, maintenant dans Mauvais Travail. Maître chien, depuis que Ruffo est part, je dois faire avec. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à Noël. Maman, je t'aime. Ce matin-là, il faisait froid. Premier Noël sans la Nishka, direction la FBA. Dans une cage, il y avait un chat qui s'appelait Ruffa et m'a dit. Et je l'ai pris sous mon bras, direction chez moi, Baba les Herbacha. Moi j'ai tout changé pour toi et tu dis. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça avec moi. Ruffo ne faisait pas ça, la litière elle sert à quoi? J'aime pas les cadeaux comme ça et tu ne me regardes pas et tu ne me calcules pas.
as griffé toute la tapisserie. Mon salon cimetière à souris. Tu fais que tu pisses et à pâturie. T'es heureux qu'après une bonne tuerie. Maître chien devenu maître chat. La mais tu l'aimes mon gars et t'es mal et tes gars. Ma maison est devenue litière. Depuis trop beau et tu pars pour rien de la vie je les gère. Maître chien devenu maître chat. Instable tu l'aimes mon gars et t'es mal et tes gars. Ma maison est devenue litière. Depuis trop beau et tu pars pour rien de la vie je les gère. Muscaas, moi je suis un chat de raas, chier dans tes gotas, pas de litière pour la raas, nettoie et je te tabasse, toujours une idée de crasse, tais-toi faut que tu les crasses, je suis pas Ruffalo de Naas, vas-y remplis ma gamelle, je suis pas du genre Israël, mais plutôt Gargamel, et trop gargantues, je Ruffa tu peux pas tester, bouger je te fracasse, balance le whiskaas, même chez toi je t'efface, je te vire à coup de hâte, appelle-moi Molotov 4, vive comme un suricate, représente les moustaches, pipi qui tâche, Molotov 4, ça fait les samioles, crève impeccable. Tu as griffé toute la tapisserie. Mon salon cimetière à souris. Tu fais que tu pisses et à pâturie. T'es heureux qu'après une bonne tuerie. Maître chien devenu maître chat. Stable tu l'aimes mon gars et t'es mal et tes gars. Ma maison est devenue litière. Depuis trop beau et tu pars pour rien de la vie je les gère. Maître chien devenu maître chat. Stable tu l'aimes mon gars et t'es mal et tes gars. Ma maison est devenue litière. Depuis trop beau et tu pars pour rien de la vie je les gère. Maître chat, Ruffo revient et je redeviendrai ton maître chien. Ruffo, je t'aime. Maître chien, ou devrais-je dire maître chat à l'instant dans Mauvais Travail. Mais Francky, dis-moi, c'est bientôt Noël. De quoi allons-nous parler aujourd'hui dans ce 13e épisode ? Eh ben, on va parler de grandes figures de Noël, et on va commencer par en déconstruire une. Le Papa Noël. Oh, envoie le jingle. J'envoie le jingle. Michel Tuttle et Frank Magic dans le Noël des petits mauvais. Oh, joyeux Noël les enfants. Dans cette partie de l'émission, plutôt que de vous parler du Père Noël qui aurait été inventé par Coca-Cola, blablabla, alors que je vais revenir une dernière fois là-dessus et après on s'arrête. Car c'est faux, le Père Noël n'a pas été inventé par Coca-Cola et les ours polaires non plus d'ailleurs. Le Père Noël est inspiré de Saint Nicolas ou autre vieil homme à beubare qui vécut au IVe siècle dans ce qui est actuellement la Turquie, et on reparlera de ce saint tout au long du dossier. Au XVIIe siècle, les Néerlandais qui débarquent aux States apportent leurs costumes et leur Sinterklaas, version hollandaise de Saint-Nicolas. Ce Sinterklaas va alors muter tranquillement pour se transformer en sa version américaine, le Santa Claus. C'est alors, en 1931, que Coca-Cola va demander à Haddon Sundblom de lui peindre un Père Noël crédible inspiré de tout ce qui est connu alors à l'époque. Il le peint donc avec cet air jovial et avec des fringues rouges, mais ce rouge, le Père Noël l'avait déjà arboré avant. Voilà pour le Père Noël. Bon, nous on s'est dit que ce serait plus marrant de creuser du côté d'autres protagonistes bien moins sympathiques. Parce que Santa Claus, Saint-Nicoco et compagnie, c'est bien sympa, mais on connaît. Le Père Fouettard alors ? Mais non les enfants, il y a bien moins sympa. Allez, c'est parti. Alors, sachez que les champions du monde en termes de monstres de Noël, ce ne sont pas les États-Unis et encore moins Coca-Cola. Non, les bestes, ce sont les Européens. Tout à fait, mais alors pourquoi créer des monstres de Noël ? Bah, parce que priver les enfants de cadeaux, c'est cruel, mais les punir, c'est quand même largement mieux. Ouais, enfin on peut leur faire bouffer des salsifis sinon, hein. Ça c'est hyper cruel. Oui, si tu veux. Bah alors, maintenant, voyons donc notre premier concurrent qui est une concurrente. Bon, on connaît les trolls évidemment, et je parle pas des mecs qui vivent dans Twitter ou Facebook, mais oui, parce que lorsque on fait la recherche sur internet, c'est de cela dont on va nous parler en premier. Bref, un troll dans ce contexte, sans retweet, c'est une créature surnaturelle qui aurait fait son apparition au Moyen-Âge. C'est donc une bestiole pas cool et dangereuse pour l'homme qui vivrait en territoire hostile à l'homme, forêt, montagne, mer, grand, je sais pas quoi... Twitter, Facebook ? Non, toujours pas. Alors revenons-en à celle qui nous intéresse, la très douce Grilla, qui est, comme on a tenté de vous l'expliquer, une trollesse. Oui, ça existe, enfin, le mot existe.
Notre belle Grilla, enfin en juger par sa photo de profil, ressemble au genre de sorcière vendue par Disney avec les yeux bien rouges et des sabots, ou alors une géante, ou alors un monstre. C'est assez confus. Sinon, il paraît aussi qu'elle a toujours faim et est toujours de mauvaise humeur. Au passage, ses 2 premiers maris l'ont tellement ennuyée qu'elle les a mangés. Bon, ça c'est pour son style et sa personnalité charmante, mais peux-tu nous en dire plus sur son taf de monstre de Noël ? Ouais. Grilla se balade tranquillement de ville en ville à la recherche de vilains enfants qui n'auraient pas mangé leur salsifis. En même temps, qui peut aimer les salsifis ? Enfin, une fois tous ces enfants attrapés, elle retourne dans sa cave, au calme, avec son sac rempli d'enfants, les jette dans sa marmite, les fait bouillir, les mange et c'est plié. Ouais, quand même, raconter ça à des enfants, c'est chaud. Ouais, le truc avec les salsifis, là, c'est... Mais, vous savez, il y a tout aussi croustillant du côté de l'Autriche avec... Alors, dans cette histoire, au final, je me demande s'il ne faudrait pas plutôt se méfier de ce bon vieux Saint-Nicolas. Parce que le gars, là, qui fait le sympa avec sa chouette barbe et son costume, il a des potes assez douteux et terrifiants. Ouais. Et pour rappel, Saint-Nico défile le soir du 5 décembre dans les rues, accompagné de ses vieux potes chelous, les Krampus. Ce qu'il se passe, c'est que le vieux barbu questionne les enfants pour savoir s'ils connaissent bien leur catéchisme et leurs prières. Si c'est le cas, Nico leur donne des noix, des pommes, des oranges et des PlayStation. Mais s'ils répondent mal, et vous allez voir c'est radical, les Krampus, eux aussi, qui ont une hotte, le Buckelkreisen en VO, emmèneront les enfants en enfer. Il y a aussi d'autres histoires localisées dans d'autres parties de l'Autriche, comme la Haute-Styrie, où Saint-Nico traîne avec d'autres potes de l'enfer appelés Chab. Le concept est le même, si les enfants ne sont pas sages, ils sont embarqués en enfer, ou reçoivent du charbon, ou sont fouettés, ou encore sont dévorés. Ouais, l'option recevoir du charbon me semble la meilleure. Sympa, n'est-ce pas ? Oh oui, et passons maintenant à... Comme le nom peut le laisser entendre, il s'agit d'un monstre qui sévit en Espagne, au Portugal et en Amérique latine. Alors pour El Cuco, on prend une peur classique d'enfant, genre... Genre les salsifis ? Non, je sais que les salsifis t'ont traumatisé, mais les vraies peurs d'enfant, c'est les monstres sous le lit ou dans les armoires, non ? Ouais, admettons. Donc, El Cuco se cache dans un de ces endroits, mange les enfants ou les fait disparaître. Physiquement, on est soit sur un mec à capuche, une féroce femelle dragon, un monstre poilu ou un gobelin. Cool. Allez, on continue avec les 3 derniers et on commence par l'excellent... Belsnickel. Lui nous vient tout droit d'Allemagne et, comme certains de ceux dont on vous a parlé précédemment, il est un pote du Père Noël qui, apparemment, comme Saint-Nicolas, laisse faire le sale boulot par un vieux pote bien tourmenté. Belsnickel est un bonhomme emmitouflé de fourrure qui arbore un masque et qui est armé d'un fouet ou d'un bâton. Avec son joujou, fouet ou bâton au choix, il frappe les enfants désobéissants. Contrairement aux autres monstres de Noël, il a néanmoins des bonbons et des gâteaux pour récompenser les bons enfants. Ouais, j'imagine qu'un soir, au pub de Noël, ça a dû négocier genre... Santa, j'en ai un peu marre de ne faire que jouer aux mauvais flics. Y aurait pas moyen que de temps à autre, je lâche un peu de lest en balançant 2-3 fraises tagada au chiard, histoire d'avoir un peu plus de followers? Ok, Belsnickel, mais ne sois pas trop généreux, c'est moi le Père Noël sûr des gamins, ok? Ouais, il commence à me gonfler le vieux bubard. Belchny, tu disais? Non, rien, juste que ça me gonflait, j'ai perdu mon vieux buvard. Et tout de suite, voici... Perstar. Et là, pour le coup, il s'agit d'une fée. Bon, elle est sympa, hein, mais il s'agirait pas non plus de la gonfler. Elle apparaît dans le ciel au cours des 12 jours suivant Noël. Elle est cool, mais elle peut vite se vénérer contre les petits paresseux. Exact, et son truc à elle, c'est de provoquer des cauchemars à ces petits galopins ou bien de remplir leur estomac de pierre avant de les lancer au fond d'un puits. Sympa, hein? Et pour terminer, et ça c'est notre préféré... Jólakötrein. Comme vous l'avez peut-être deviné à l'écoute de son nom, Jólakötrein, qui signifie le chat de Noël, est un grand chat noir qui nous vient d'Islande. Si, ce chat serait terrifiant et son péché mignon, bouffer les gens qui n'ont pas de nouvelles sapes au 25 décembre. C'est effectivement très chelou, mais cela s'expliquerait par le fait que décembre est le mois où, à une époque certaine, vous noterez la précision de la date, les tisserands devaient terminer leurs ouvrages. Il s'agissait donc de punitions plutôt destinées aux adultes. Michel ? Oui.
Tu avais pas un petit bonus ? Tout à fait, et c'est l'excellent Tiffen Fenwick qui me l'a soufflé. Alors là, on va sortir un peu des monstres de Noël pour entrer dans la mythologie catalane et sa tradition assez curieuse, celle du Tio de Nadal. Tio de Nadal, on peut le traduire par bûche de Noël. Le concept à la base n'est pas incroyable puisqu'il s'agit d'un morceau de tronc que l'on mettait dans la cheminée et qui offrait son cadeau, la chaleur. Ouais, effectivement, Michel, c'est pas fou ton truc, hein. Oui, mais de nos jours, le Tio de Nadal, c'est un tronc creux de 30 cm, debout sur 4 jambes avec un grand sourire dessiné sur son extrémité, un petit nez en bois et le tout surmonté d'un bonnet miniature sur la tête. Trop mignon, Michel. Ouais, alors la tradition actuelle commence le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. Chaque nuit, on donne à manger au Tio, en gros on met des noix, des touronnes et autres bonbons à l'intérieur, et histoire qu'il n'attrape pas froid, on le couvre finalement d'un drap rouge. Le jour de Noël, ou la veille, on met le tronc à moitié dans le foyer, on lui demande de, et désolé pour le mot mais c'est comme ça qu'on dit, on lui demande de chier. Et comment qu'on le fait chier le Tio ? Bah ouais, Michel, on fait comment ? Eh bien, on se met autour et on le frappe avec un bâton en chantant une chanson. Je vais d'ailleurs te demander de me réciter les paroles, Francky, et je te suis avec la VO. Ok, c'est parti. Chi, bûche. Cagatillo. Chi du nougat. Cagatorro. Des noisettes et du fromage blanc. Havaiana sin mato. Si tu ne chies pas bien, Si no cagas be, je te donnerai un coup de bâton. e daron comme de basto. Chi, bûche. Cagatillo. Chi, bûche. Cagatillo. Bûche de Noël. Tio de Nadal. Ne chie pas de hareng, No caguis arrancadas. car ils sont trop salés. Que son massa saladas. Chi des nougats, Cagatorrons. car ils sont meilleurs. Que son mes bons. Voilà. Une fois battu à mort, le tout accompagné de la chanson, eh bien le Tio de Nadal offre ses cadeaux sucrés. Je pense qu'on a fait le tour de cette tradition et de nos monstres de Noël qui, je l'espère, à mauvais parents, vous aura inspiré afin de terroriser vos enfants. Francky, vive le vent, mais dis-moi, où va-t-il nous porter ce bon vieux vent d'hiver ? Il va nous porter vers le dernier Mary Poppins que nous avons concocté, mon petit Michel. Ah oui, le dernier Maripo Poppins de 2021. Ah, c'est parti, envoie le jingle, j'en peux plus. J'envoie le jingle. C'est le Maripo Poppins. Mauvais travail. L'heure est grave, mon kiffran, car aujourd'hui nous allons compter les points. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est la finale 2021 du Maripo Poppins. À gauche de votre enceinte, elle est là, on la surnomme El Ratel Demonio. Elle est à Montréal où le décalage est horaire, mais où la personne est légendaire. Tiffen Fen. Oui. Salut Tiffen, comment te sens-tu pour cette finale au sommet ? Salut, je suis chaud bouillant. Ah, et dans votre enceinte de droite, il est là, il a une voix bien puissante, maîtrise tous les instruments musicaux brésiliens, il est d'ailleurs lui-même un instrument de musique, il est talentueux, il est là pour toi, pour moi, pour eux ici, là-bas partout, Jean-Jack White, salut à toi, comment te sens-tu à l'approche du combat final ? Un peu bleu et un peu blanc, ça dépend des moments. C'est vrai ? Ouais, ça dépend comment je me tourne. Tel un schtroumpf. C'est ça ? Ah là 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 là. Ah mais merci, en fait j'avais une crise existentielle et je viens de comprendre. On vient de la résoudre. Je suis un schtroumpf depuis toutes ces années. Exactement. Merci les gars, j'ai bien fait de venir. Un plaisir. Et pour la dernière fois, cette année nous allons faire l'inventaire des buzzers avant de nous lancer dans le jeu. Tiffen ? Waouh. Oh, il est beau. Ouais. Jean-Jacques ? Oh oui. Et toi Francky, t'es chaud pour balancer les teasings ? Ah, j'ai si complètement, on est chaud, de toute façon on a réparti les teasings, on y va d'ailleurs, c'est toi qui va commencer. Vas-y, premier teasing Michel, mais avant... On va quand même rappeler un peu les règles, hein, pour ceux qui connaissent pas, on va teaser du film mixé avec une chanson, et on va d'ailleurs envoyer le jingle. C'est le Maripo Poppins. Chanson, film, chanson, film. Mauvais travail. Et pour le premier Maripo Poppins, mesdames et mesdames, je vais faire mentir un peu l'intro parce que je vais vous proposer un crossover animé japonais et cinéma français avec une histoire incroyable. Grâce à un concours vidéo qu'ils viennent de remporter, la bande de Dora, pas la meuf trilingue chelou avec un sac à dos, hein, on s'entend, mais cette bande donc de Dora, ce Dora Comedy Club, quatuor inséparable qui vit depuis toujours dans une banlieue de la région parisienne, part pour un mois à Laputa, une île légendaire flottant dans le ciel.
Le père de Jamel, un des gars de la bande de Dora, l'avait vu de ses propres yeux, mais personne ne l'avait cru, le laissant mourir de chagrin. Mais Jamel possède une caillasse magique qui conduit jusqu'à l'île. Poursuivi par les rats de pile, vivent plein d'aventures bien gauleries, je ne spoil pas la suite car oulala, il s'en passe des trucs dans ce film. Tiffen, t'as fait sonner ton buzzer, il me semble. Ouais, le château dans le ciel, les oiseaux et ta mère. Et pan, voilà. Bravo. Voilà, ça commence direct, des applaudissements. Bravo. 1 point pour Tiffen et 0 point pour JJ. Merci de le rappeler. On enchaîne avec mon pitch à moi. C'est parti. Attention, écoutez bien. C'est un film de Jean-François Richoux qui a été perçu à son époque, et à raison, comme La haine en couleur, mais rien à voir avec la haine à part le décor. On nous montre les difficultés d'un certain Simon Jérémy à gravir l'escalator social dans la Tesse. Pourtant, il est accompagné d'un garde du corps, Serge Pétard. Aucun lien, il est fils unique. Et puis, il a aussi une attachée de Tesse, Clotilde Huneray-Manta. C'est bon, on a entendu un petit buzzer du côté de Jean-Jacques White, il me Donc semble. c'est 2 films là. Oui, effectivement, pour moi c'est 2 films, hein. C'est pas un film et une chanson, et c'est Ma cité de la peur va craquer. La cité de la peur va craquer. Bravo. Bravo, Allez, DJ. je mets un petit Gigi à côté de la deuxième, ça fait un 1-1 pour l'instant. Putain, ça commence vraiment serré. Ah ouais, ça commence serré. La tension. Ah, Le je m'y attendais. troisième. Un mercredi, alors que la famille du Atrema vit tranquillement dans son manoir, Kenzie décide de faire main basse sur leur fortune. Pour cela, il envoie chez la famille le fils adoptif d'Asia, Bruno Bossir, en le faisant passer pour l'oncle dégueu, le frère aîné de Tavares Atrema Dams, disparu 25 ans plus tôt. Son but est de découvrir l'accès à la crypte, l'endroit où est caché le trésor de la famille. Pardon. Mais un peu défoncé au cours d'un repas, il se met à hurler « Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash, je t'en donne pendant 2 heures gratuites au bâche. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues le style mais y a pas de zoulette virile. Du coup, le repas part bien en couille. Bruno se fait taser et ainsi retrouve la mémoire car il était devenu amnésique 20 ans plus tôt, après qu'avec Tavares, il se soit pris la gueule. Bordel, il me manque une rime en hull. On a entendu, je crois que c'est Tiffen qui a mis Ouais. C'est une affaire de famille Adams. Oui. Oh là 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 là. Bravo. On est à 2-1 pour Tiffen. Ah, on est à 2-1. Alors je vous préviens les enfants, moi mes pitchs ils sont plus courts que ceux de Michel parce que moi j'ai bien capté que vous êtes des gens très réactifs. Donc j'ai fait plus court. Alors on y va. C'est une chanson qui, à l'instar de Ça sent l'esprit de l'adolescence, de Nirvanouille, a exprimé le mal-être adolescent durant les 90s. Et c'est aussi une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films. 7 films qui nous expliquent comment on forme un flic, un policier. C'est un film avec plein de policiers maladroits qui disent bonjour, bonjour, bonjour. La série de films, ouais. Et la chanson, c'est une chanson. Karma Police Academy. Karma Police Academy. Karma Police Academy. Oh putain, bravo. Oh, exactement. Bravo. Allez, j'enchaîne. Bon, là, on est du côté de la Californie et plus précisément à Los Angeles. Robin Rihanna Fenty Dolan, actrice en devenir, partage sa vie entre stylisme en lingerie, elle taffe également dans un café et passe quelques auditions pour se faire connaître. Sean Corey, Carter, est passionné de jazz et de hip-hop et est pianiste dans des clubs afin de gagner de la grosse thune. Ces deux-là se rencontreront, Sean la produira et comme ils sont très fans de Chantons sous la pluie, mais équipés contre la pluie quand même, ils décideront de raconter leur histoire sous forme de comédie musicale. Oui. Umbrella La La Land. Ah oui, bravo. Bravo. Voilà, bam. Là, on a combien, là? Alors, ça fait... 3-2. 3-2. Francky Sawat. Ouais, c'est à moi. Alors, c'est parti, vous écoutez. C'est un film de Quentin Caranti-Renaud. Le dernier film de ses films officiels avant sa période Gitan sans filtre pro Raoult. Quentin Caranti-Renaud propose un duo à une chanteuse belge bien connue et bien plus sobre que lui. Elle accepte à une condition. Elle veut que cette chanson raconte un petit entretien Skype entre un fils de pute huppé de Manhattan et une connasse superficielle de Kaboul. Et surtout, elle veut que ça sonne, c'est différent.
Oui. Je suis pas sûre, hein, mais Manhattan Boulevard de la mort. Oui. Bravo. Franchement, il n'était pas évident. C'est magnifique. Pas évident. Bravo. Hop là, on est à 3-3 ? Ouais. Je sais pas. Je recompterai les points après parce que là je suis un peu perdu. Alors là, il s'agit de l'histoire d'un chat qui, depuis qu'il a dévoré un perroquet, est devenu très relou car depuis, il parle. Alors au début, il dit qu'il arrêtera de picoler, qu'il préférera le lait à la vodka, tout ça, et contre toute attente, il arrête. Sauf que du coup, il est devenu super lucide et il remet en question tout et décide de se tourner vers le judaïsme afin de mieux comprendre cette religion à laquelle son maître a consacré sa vie. D'ailleurs, par contradiction, et ça n'a rien à voir, mais le chat qui veut être félin, mais pas comme les autres, se met à miauler différemment, comme suit. Oui, et ça emmerde bien tout le monde. Moi, vouloir être un chat du rabbin. Oui. Mais ils sont bons, mais ils sont incroyables ces gens-là. Putain, tu vois, c'est pour ça, c'est les meilleurs. Alors ouais. moi, allez, moi je suis impressionné. Je mets un Gigi à côté du moi vouloir être le chat du rabbin. Alors Francky, c'est à toi, il me semble. Eh ouais, c'est à moi le pitch suivant. Alors écoutez bien, c'est l'histoire d'Alain, un jeune journaliste qui s'engage dans les Marines à la fin des 60s. La première partie du film nous raconte ces quelques semaines en camp d'entraînement, où il se plie à la soif d'idéal du sergent instructeur. Il faut voir comment il lui parle. Et surtout, comment il parle au dénommé cachalot. Oh là là, il lui met la vie en rose. Le pauvre devient le souffre-douleur de ses camarades. Et à la fin de la formation, il est lavé, hors d'usage, triste et sans aucun avantage. Si bien qu'au cours de la dernière nuit, il abat le sergent instructeur, puis, certainement attiré par les étoiles, il se tire une balle. DJ ? Ah, je l'avais ? Ah ouais, il y a eu un mot, il y a Tiffen. Full Sentimental Metal Jacket. Full Metal Jacket. Oui, voilà, bravo, parfait, bravo, putain. Oh là 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 là, c'est 1 sur 2 là, c'est putain. Oh là là. Le prochain. On m'a vu dans un musée, j'étais agent de sécurité, mais la nuit c'était le bordel, toutes les expos s'animaient. Il y avait Attila, il y avait Roosevelt, Lewis et Clark, et un T-Rex, histoire d'os. Ah là, c'est encore Tiffen. Ouais. La nuit au musée, je mens. C'est moi. Oui. Histoire d'os. La nuit au musée, je mens. Bravo, Tiffen. Alors, excusez-moi, mais j'ai agité mon buzzer avant. Ah ouais ? C'est vrai. Je vous promets. Ouais. Ah, t'avais quoi ? On peut faire un replay si vous voulez. J'ai agité mon buzzer avant. On peut se le faire le replay. Mais la nuit, c'était le bordel. Toutes les expos s'animaient. C'est possible. Moi, ça m'est arrivé dans le dernier épisode. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc Jean-Jacques, tu avais quoi ? Ben, au choix, la nuit au musée je mens ou la nuit je mens au musée. Ouais. Oh, les deux sont... Bah, du coup, je vais accorder le point à tous les deux pour ce coup-là, alors. Ok. Parce que là, mais vous l'aviez tous les deux, bon. Ouais. Désolé, Gigi, on va essayer d'être plus attentif. C'est un scandale. Oh là là, ça va gueuler. C'est un scandale, un Bachung. Oh, allez. Oh, ça vaut bien demi-point, ça, Michel. Tiffen, t'es d'accord ou pas ? Non. Il y a une non, souplesse. Non, je suis pas d'accord. Il y a une proposition très très souple. Moi, j'adhère. Bon, ok. Alors, on y va maintenant. C'est ma proposition. Tiffen, Jean-Jacques, est-ce que vous avez vu ce film avec Vin Samplon 95 ? C'est un film qui me rappelle une chanson de Ghislaine Fermière. Ça vous dit quelque chose ? Non. Non ? Ça ne vous dit rien ? Non. Un film avec ce genre de gars bodybuildé qui ne connaît que la première lettre de son prénom et qui est capable de la prononcer 3 fois, alors qu'il pourrait demander à Papa Noël de descendre du ciel pour ramener du fun, du Zoprac et des ailes. Ouais. Tiffen. Alors, je sais pas comment on prononce le film, mais c'est l'instant triple X ou c'est l'instant XXX ? Bravo ! Incroyable, mais ils sont incroyables ces gens. Magnifique, Tiffen. Michel, je sais pas quoi dire. Je me sens dépassé par ces auditeurs, ces petits mauvais qui sont venus dans cette émission-là. Non, mais ils écoutent pas du tout l'émission, ils s'en foutent. C'est même pas des auditeurs. En plus, tu vois, mais ça, c'est.
Voilà, C'est pas vrai. je sais plus quoi dire, moi je ferme ma gueule. Ouais. Je ne parle plus. Et il me semble que là, c'est le dernier en plus. C'est arrivé très très vite. C'est ça, on est d'accord, Francky, c'est la dernière là. Hein. Ah bah c'est même le challenge qu'on avait prévu comme éliminatoire, au cas où ils étaient à égalité. Écoute, on a combien sur les scores là? Balance. Je sais pas, mais on va recompter ça après, d'accord? Ouais, vas-y, balance, envoie. Donc ça c'est le dernier là, c'est stressant, mais c'est parti. Boston en 1975, Lance Bass, DC Chazes, désolé pour la prononciation hein, des enfants, Joey Phaeton, Chris Kirkpatrick et Justin Timberlake sont 5 amis d'enfance. Mais un jour, alors qu'ils jouaient dans la rue, Justin est enlevé par 2 hommes sous les yeux de ses 2 amis impuissants. Les ravisseurs abusent sexuellement Justin et le séquestrent pendant 4 jours jusqu'à ce que ce dernier réussisse à leur échapper. Choqué par tout ça, il décide de quitter sa bande de potes et rencontre Britney. L'histoire durera un temps, mais ils se séparent. Britney lui dit qu'elle l'aime encore et Justin, un peu amer, lui dira de ne pas revenir et de le pleurer une rivière. Ouais, j'avoue que cette dernière phrase est un peu mystique. Je pense qu'on l'a eu en même temps, non? Ou je sais pas. Ou peut-être que... Vous l'avez eu en même temps? Ou j'étais un peu avant, je ne sais pas. Je sais pas, c'est difficile. En fait, j'ai agité mon hochet 2 fois vu que je me doutais bien que la première fois était pas passée. Mais c'est pas grave. Bon bah vous avez... On l'a de toute façon, elle est facile. Ouais. Alors? Bah Cry Me Mystic River. Ouais. Yeah. T'aurais dit pareil, Jean-Jacques? Bah oui. Hein. Bah oui. Allez, on va se retourner vers les juges et on va recompter les points tranquillement. Et oui, Maître Mauvais nous a donné les chiffres et là, on assiste à une égalité parfaite. Wow, bravo, incroyable, bravo, incroyable. Bravo, Jean-Jacques. Et on a décidé de ne pas départager. Il n'y aura pas de gagnant. Ce sera une égalité. C'est beau, c'est l'esprit de Noël hein, en même temps. Ouais. Et du coup, bah, on refera la revanche l'année prochaine. Ok les gars, vous êtes chauds? Ok, ouais, chaud bouillant. À fond. Bah, on vous remercie hein, d'avoir participé au jeu. Toujours une actu musicale, mon petit Gigi? Toujours des trucs avant toi. Bah oui, je vais sortir un single avec mon projet Oranien, un projet électro-afro-brésilien. Et donc je sors le premier single le 21 décembre que je mettrai sur Bandcamp et sur YouTube. Ok, bah, on ira voir ça. Et toi, tu fais une actualité chaude, des beaux dessins? Ouais, j'ai fait une bière avec des requins dessus. Yes, mais pour l'instant, elle est que au Québec, donc bah vous la boirez pas. On peut citer la marque pour une fois? Oui, Dieu du ciel. Dieu du ciel avec des requins, pour ceux qui connaissent. C'est un accomplissement personnel. Tu m'étonnes, des requins, de la bière. Bon bah merci, puis nous on va continuer sur le mauvais dossier avec Francky. Hein Francky? Exactement. Allez, c'est parti. On attaque Festivus. Salut. Merci à vous. Bye. Ciao. Bye. Merci. Voilà qu'arrive Noël et son réveillon. On va se péter le bide avec du bon miam miam. Ouais, mais on n'a pas envie de passer la journée à cuisiner. Ah oui, on veut mettre les pieds sous la table et pas faire des allers-retours dans la cuisine entre chaque plat. Ben oui, heureusement, il existe une solution. La synthèse parfaite du gastronomique et du pratique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le repas de Noël en boîte. Vous voulez dire qu'avec une boîte de conserve, on a tout le repas de Noël? Bah oui, un bon menu de Noël composé de 9 couches, de l'entrée jusqu'au dessert. Oh, et alors, il y a quoi dans cette première couche? Œufs brouillés et bacon. Et la deuxième couche, c'est quoi? 2 tartelettes. Bien, et la troisième couche? Dinde et pommes de terre. Et la quatrième? C'est la sauce. Oh, la sauce que je préfère. Et cinquième couche, il y a quoi? Sauce au pain. Oh, et la sixième couche. Sauce au canneberge. Toutes ces sauces, c'est... La septième couche, c'est... Chou de Bruxelles farci ou brocoli farci. Oh mon Dieu. Et la huitième couche? Carottes et panais rôtis. Oh, c'est pas fini, il y a une neuvième couche. Ah oui. Non. Pudding de Noël. Oh, mais c'est vraiment... vraiment... c'est bon. Vraiment pas de Noël, en boîte. Dépêchez-vous, car c'est une édition limitée.
Oh Michel, c'est vraiment une super idée. Où est-ce qu'on les trouve ces conserves de Noël? Non mais laisse tomber Francky, c'est un hoax. Ça n'existe pas. D'ailleurs, un hoax ça se dit pas parce que le H il doit être aspiré j'imagine. Bon, c'est une blague de 2013 qui vient d'Angleterre. Comme par hasard. C'est bien de la gastronomie de chez eux ça. Oh. Ouais mais tu sais, un prototype a été créé et on peut assister à une dégustation par un certain Stevie Jacko sur sa chaîne YouTube. Allez voir, hein, la vidéo s'appelle Christmas Diner Review. Christmas Dinner in a Can. Je suis super déçu Michel, je voulais en commander 2 boîtes. Achète Noël avec ma maman, elle veut que je cuisine, j'ai cru moi. Bah désolé Francky, hein, tu vas pas être équipé pour Noël. Par contre, si tu as un poteau en aluminium, tu vas être équipé pour Festivus. Michel Tuttle et Franck Magic dans le Noël des petits mauvais. Oh, joyeux Noël les enfants. Il est une fête familiale toute proche de Noël qu'on célèbre le 23 décembre qui s'est popularisée aux États-Unis à la fin des 90s et que l'on connaît peu en France. À moins d'avoir vu le 10e épisode de la 9e saison de Seinfeld, la sitcom de Larry David et Jerry Seinfeld où ce dernier joue son propre rôle et qui, comme ils le disent, ne parle de rien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va aller à l'essentiel. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on va aller à l'essentiel. Dans cet épisode à plusieurs intrigues, Kramer reprend son travail chez H&H Bagels après 12 années de grève. Il apprend de la bouche de Jerry que Frank Costanza, le père de George Costanza, a inventé un jour de fête du nom de Festivus. Suite à quoi il convoque Frank qui débarque au H&H Bagels et lui raconte tout sur Festivus. Ouais, et au dîner de Festivus, tu réunis toute ta famille autour de toi et tu leur racontes aussi sec toutes les déceptions qu'ils t'ont faites depuis 1 an. Il y a un sapin? Non, à la place il y a un poteau, qu'on doit surtout pas décorer. C'est trop distrayant pour les engueulades. Franck, c'est extraordinaire, cette nouvelle fête que vous avez créée me démange ou ça gratte. Eh ben, on va remettre ça. D'accord. Festivus, c'est reparti. Je vais arracher le poteau d'un panneau de stop. C'est parti. Cette fête est un cauchemar pour George, mais c'est un rêve pour Kramer, qui se voit refuser un congé de Festivus. Scandalisé, il se remet en grève. De son côté, George voudrait échapper aux festivités, mais il se met dedans la tête la première avec un malaise en bonus. En effet, en guise de cadeau de Noël à ses collègues, il leur a offert des cartes de dons pour un fonds humanitaire de son invention qu'il a appelé le fonds humanitaire. Quand son chef apprend que ce dernier n'existe pas, George s'empêtre dans une excuse qui convoque sa tradition familiale. Et il finit par inviter son patron à célébrer Festivus avec sa famille pour lui prouver que ça existe bien. Arrive donc Festivus. Sous l'impulsion enthousiaste de Kramer, George, son patron, Hélène, Jerry et 2 mecs chelous sont présents chez les Costanza pour célébrer la tradition familiale. Alors que tout le monde est à table, Frank annonce le programme. Et maintenant que Festivus est commencé, nous allons passer à l'épreuve de force. Cette année, l'honneur va revenir à Monsieur Kramer. Mais Kramer prend peur et se sauve. Franck, ne vous vexez pas, mais cette petite fête est un peu... trop inquiétante. Sur une idée de son patron, c'est finalement George qui doit se battre contre son père. La scène est pudiquement suggérée par un plan sur la maison Costanza, alors que Frank attaque les hostilités et que le générique commence. Mais alors, comment est venue l'idée de Festivus ? L'origine de Festivus est racontée par Frank à Kramer lorsque ce dernier est encore très curieux. Il y a bien des Noëls maintenant, je vais acheter une poupée pour mon fils. J'attrape la dernière qui reste, mais elle intéresse un autre type. Alors je m'apprête à le massacrer, mais je me rends compte qu'il doit y avoir une autre solution. Mais qu'est devenue la poupée? Elle fut détruite. Mais, grâce à elle, une nouvelle fête venait de naître. Un Festivus pour tous les Olibrius. Ça, c'est la traduction officielle pour la rime. En anglais, Frank dit « A Festivus for the rest of us ». Un Festivus pour le reste d'entre nous. Ça, c'est l'histoire dans l'histoire. Sachez que Festivus existe vraiment, bien avant que la série Seinfeld soit créée. Cette fête est une création de Daniel Lawrence O'Keefe, éditeur au Reader's Digest. Départ, il n'y a pas de date fixe. Festivus est une réponse aux événements familiaux. C'est en 1966 que Daniel prononce le fameux « Un Festivus pour le reste d'entre nous », suite au décès de sa mère. Il choisit l'anniversaire du premier rendez-vous avec sa femme pour célébrer le premier Festivus de l'histoire. 30 ans plus tard, son fils Dan O'Keefe devient scénariste pour Seinfeld.
Et c'est de la bouche de son frère que l'équipe de la série apprend l'existence de Festivus. L'idée de l'utiliser pour une intrigue ne vient pas de Dan, qui n'est pas du tout convaincu de la pertinence de l'idée. Bah, moi je l'ai pas lancé, hein. Je me suis battu contre ça. Je pensais que ce serait embarrassant et que ça ralentirait la série, mais Jerry a aimé ça. Les autres scénaristes ont vraiment insisté. J'ai été traîné contre ma volonté par Alec Berg, Jeff Schaeffer et Dave Mantel qui m'ont littéralement fait asseoir et ont refusé de me laisser quitter un restaurant jusqu'à ce que j'accepte de l'écrire dans un épisode. Ils avaient été très impressionnés quand Dan leur a raconté l'histoire de Festivus qu'ils ont trouvé tellement bizarre, mais ils ont conclu à l'unanimité qu'elle devait être racontée. Il y a toutefois des différences entre la vraie vie et ce qu'il y a dans l'épisode. Le poteau en alu, par exemple, est une invention des scénaristes. Mais maintenant, il est le premier des 4 piliers et demi de Festivus. C'est un très bon choix par opposition au sapin, et justement, hors de question de le décorer. C'est le totem de la fête, il brille au milieu de la pièce. On peut se contenter de tringles à rideaux, d'un empilage de canettes, ou autre. On n'est pas censé faire de dépenses pour ça. Deuxième pilier, le repas de Festivus. Il n'y a pas de plat typique pour le repas de Festivus, mais pour rester dans l'esprit, on conseillera quelque chose de facile à préparer et de peu onéreux. Pâtes surgelées servies dans des assiettes en carton ou dans leur emballage d'origine. On peut aussi se faire livrer un bon vieux fast-food, mais pas cher. Troisième pilier, la séance des doléances. Dès que le repas prend fin, c'est le moment pour tous les convives de se dire, à tour de rôle, comment ils se sont déçus les uns les autres cette année. Paraît-il, il y a des gens qui écrivent 2 ou 3 doléances anonymes sur un papier, et hop, les reproches sont mis dans un chapeau et tirés au hasard. Mais non, le dogme veut qu'ils soient exprimés face à face. Quatrième pilier, l'épreuve de force. L'hôte choisit un adversaire autour de la table. Ce dernier doit se battre et réussir à plaquer les 2 épaules de l'hôte au sol. Festivus continue tant que cette condition n'est pas remplie. Si cette issue violente vous dissuade de vous-même fêter Festivus avec vos proches, pas de panique, sachez que la personne choisie peut décliner si elle a mieux à faire. Dernier demi-pilier, les miracles de Festivus. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous ce 23 décembre. Vous pourriez bien être témoin d'un miracle de Festivus. Il s'agira d'un événement tout à fait ordinaire et très simple à expliquer. Ouvrez l'œil. C'est la magie de Festivus. Mais la vraie magie de Festivus, c'est celle qu'a connue le fils de son inventeur, Daniel O'Keefe, le père de Dan, décédé en 2012. Dan se souvient. C'était très bizarre, mec. Il n'y avait pas de date fixe. On ne savait jamais vraiment quand ça allait arriver jusqu'à ce qu'on descende du bus scolaire et qu'il y avait des décorations étranges autour de notre maison et de la musique française étrange des années 60. Dan explique aussi le sens profond donné à son père à la fameuse phrase « Un Festivus pour le reste d'entre nous !» était une véritable devise familiale de Festivus, faisant d'abord référence à ceux qui restaient après la mort de la mère de mon père, puis signifiant en général une focalisation prospective sur la vie et le vivant, les morts enterrent les morts. Vous saurez tout sur le Festivus de la famille O'Keefe en lisant The Real Festivus, publié en 2005, où Dan raconte la tradition de sa famille dans toute son étrangeté. On y apprend que le papa s'est inspiré de la pièce de Samuel Beckett, Krapp's Last Tape, la dernière cassette de Krapp. On y trouve un personnage qui s'est enregistré à différents moments de sa vie avec un magnétophone et qui a notamment enregistré des débats familiaux. Ainsi, la famille O'Keefe conserve encore des bandes de leurs séances de doléances des Festivus des années 70. Autre particularité racontée par Dan, l'un des principaux symboles de la fête était une horloge et un sac. Et parfois, une horloge dans un sac cloué au mur. Toujours le même mur, rarement la même horloge, et jamais le même sac. La signification du sac et de l'horloge était inconnue. Lorsque Dan pose la question, son père répond « Ce n'est pas à toi de le savoir. » Pas de tenue particulière pour Festivus, à l'exception de couvre-chef. Un casque viking avec des cornes en pâte à modeler, une casquette de louveteau sans bord avec des ornements en papier d'aluminium, ou encore un bonnet d'âne pointu. Il y a eu des combats de catch entre Daniel et ses frères, entre autres rites. La plupart des Festivus avaient un thème. Il y a eu « Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ?» Il y a eu aussi « Trop facile à réjouir ?» La série Seinfeld s'est arrêtée en 1998. Depuis, il y a de plus en plus d'adeptes de Festivus dont la date a été fixée le 23 décembre pour répondre au caractère religieux et consumériste de Noël. Pour Anthony Aveni, auteur d'un ouvrage sur les fêtes aux États-Unis, Festivus a de beaux jours devant lui. Beaucoup de personnes pensent comme Frank Costanza, nos fêtes sont trop commerciales. Festivus perdurera tant qu'il représentera une alternative au caractère consumériste de ces fêtes.
Ironiquement, ça fait longtemps que Festivus fait vendre des t-shirts, cartes postales et autres gadgets. Depuis 2005, la Wagner Company, qui fabrique des trucs en aluminium dans le Milwaukee, vend les fameux poteaux en alu estampillés Festivus. Tony Leto, le directeur des ventes, se réjouit. Nous en avons vendu 400 en 2005 et 2000 en 2006. Et cette année, nous avons 30 commandes par jour. C'est très amusant et cela nous donne une belle visibilité, même s'il ne s'agit que d'une infime partie de notre chiffre d'affaires. Dan O'Keefe n'est pas gêné plus que ça par cette récupération. Festivus est né entre 2 pages de pub sur une chaîne de grande écoute. Ça a commencé comme une fête commerciale et ça le restera. Cette fête est définitivement rentrée dans la culture populaire des États-Unis d'Amérique, la preuve avec cette série de Festivus Facts. En 2000, l'entraîneur des Ravens de Baltimore émet une interdiction organisationnelle superstitieuse sur l'utilisation du mot éliminatoire, jusqu'à ce que son équipe soit qualifiée. Le mot est remplacé par Festivus, et Super Bowl est remplacé par Festivus Maximus. En 2005, le gouverneur du Wisconsin, Jim Doyle, est déclaré gouverneur Festivus. Et pendant la période des fêtes, il affiche un poteau Festivus dans la salle familiale de la résidence exécutive de Madison, dans le Wisconsin. Le poteau Festivus 2005 du gouverneur Doyle fait maintenant partie de la collection du Wisconsin Historical Museum. Depuis 2005, une célébration publique annuelle de Festivus a lieu à Pittsburgh, avec des groupes live, un quiz concours questionnaire Seinfeld et les traditions habituelles. En 2010, Festivus est une tendance majeure sur Twitter et un politique républicain, Eric Cantor, se sert de Festivus pour créer l'événement autour de sa collecte de fonds. En 2012, Google introduit un résultat de recherche personnalisé pour le terme Festivus. Essayez, vous verrez. Un poteau en aluminium s'affiche à gauche de la liste des résultats de recherche et juste avant le nombre des résultats, il est écrit « Un miracle de Festivus !» Toujours en 2012, un poteau de Festivus est érigé sur une propriété de la ville de Deerfield Beach, en Floride, près de décorations à thème religieux. Un autre poteau est planté près de décos religieuses dans le Capitole de l'État du Wisconsin, avec une bannière fournie par la Freedom from Religion Foundation, prônant la séparation de l'Église et de l'État. En 2013 et 2014, un poteau de Festivus d'1,80 m en canette de pierre est érigé à côté d'une crèche dans le Florida State Capitol Building, toujours en guise de protestation laïque. En 2015, le même homme obtient la permission d'exposer un mât Festivus décoré sur le thème de la fierté gay et surmonté d'une boule à facettes pour célébrer la décision de la Cour suprême des États-Unis sur le mariage homosexuel dans les capitales des États de Floride, Géorgie, Illinois, Michigan, Missouri, Oklahoma et Washington. En 2016, le Tampa Bay Times devient le premier journal à permettre aux lecteurs de soumettre leurs griefs de Festivus via son site web, avec la promesse de les publier le 23 décembre. Dans son livre The Festivus Agadag, sorti en 2020, Martin Bodeg fusionne Pessa, la Pâque juive, avec Festivus. Décembre 2021. Dans leur 13e épisode de Mauvais Travail sur le thème de Noël, Michel Tuttle et Frank Magic consacrent la deuxième partie du mauvais dossier à Festivus, suscitant, espérons-le, des célébrations de Festivus parmi les petits mauvais qui les écoutent. Pour finir et clore ce mauvais dossier, rappelons deux choses. D'abord, si vous avez passé le 23 décembre, balèque, pas besoin d'attendre l'année prochaine, vous pouvez fêter Festivus n'importe quel jour de l'année. Il faut par contre que la date soit liée à un truc important. Votre tout premier jour de stage par exemple, ou votre premier commentaire Google. Deuxième chose, vous limitez les frais. Jamais on n'achète un poteau Festivus. Vous faites avec les moyens du bord. Une antenne de radio, ce sera très bien. À présent, on va revenir au sujet avec une célébration bien de Noël cette fois, telle que tu l'as rêvé, Francky. C'est une célébration de Noël de Gérard Depardieu. Oh. Et voilà, c'était ma surprise de Noël, mon petit Michel. Le rêve de Francky, ça va être la célébration de Noël de Gérard Depardieu. Je m'y attendais pas. Eh oui. Bon bah jingle, le rêve de Francky, c'est parti. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence par une grosse envie de bouffer. Bon, on accélère, j'ai faim, t'entends ? Eh oui, c'est moi, c'est Gérard Depardieu. Je suis en train de répéter mon texte avec Guillaume Canet pour un film de Gilles Relouche. Alors, pour combien tu me les achètes, mes rouflaquettes ? Ben, je sais pas. Vous me parlez d'argent, mais on peut très bien s'arranger autrement. De quoi tu me parles, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Donnez-moi juste un peu de charisme. Ça se partage pas, ça se cultive.
Bon, il faut quelques petites bases quand même, hein, pour pas partir de rien. Donnez-moi juste 2 ou 3 bases. Donne-moi juste 2 ou 3 pintades farcies au dindon fumé et rôties sur un lit de Beaufort fondu, avec un bon rouge de premier cru, et je serai le plus heureux des hommes. C'est pas le texte ça, Gérard. Bien sûr que non, c'est pas le texte. J'ai faim, t'ai-je dit. T'es au courant que c'est Noël aujourd'hui? Ben oui, d'ailleurs, c'est vous qui m'avez fait venir à 7h du matin pour la répète. La répète est finie, mon gars. C'est le repas de Noël qui commence. Mais il est même pas 10h, il faut attendre ce soir la veillée pour célébrer Noël avec ceux qu'on aime. Ferme bien ta gueule, mon petit. Ce matin, au petit-déj, j'ai pris une décision. Cette année, mon Noël, c'est le plus beau repas du monde. Il dure toute la journée. Allez, rentre chez toi. D'accord, au revoir Gérard. Si j'ai fait venir Guillaume Canet en urgence ce matin de Noël pour une répète, c'est que, de 1, c'était le seul qui accepterait, il est tellement dévoué et si admiratif de mon talent, et de 2, j'avais besoin de me dépenser pour faire passer le petit-déj et faire venir la fin, afin que le festin commence dès que possible. Les répètes, ça m'épuise. Et Guillaume Canet, c'est un sportif. Il pose plein de questions. Où il va le personnage? Quelle heure il est dans sa tête? Ce genre de preneur de chou. Alors que moi, de toute ma carrière, jamais je me suis pris le chou. Le chou, je le bouffe, je le digère et je le fais chanter par mes fesses. J'appelle mon cuisinier maison pour commander mes pintades farcies au dindon fumé et rôti sur un lit de Beaufort fondu avec un bon rouge de premier cru. Bon alors, ça vient? On décroche, Gustave. J'ai un estomac à faire bosser, moi. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je monte en cuisine. Gustave, j'espère que tu es simplement en train de faire caca. Je débarque? Personne. Oh! Je trouve un mot du cuistot sur le frigo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un mot du cuistot. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Ah oui, elles sont sur ma bite. Bon, voyons ça. Très cher Gérard, lorsque vous trouverez cette lettre, vous aurez déjà très très faim. C'est pourquoi je n'ai pas le courage de vous annoncer ça en face. En plus, aujourd'hui c'est Noël, et vous allez certainement souhaiter déguster 2 ou 3 pintades farcies au dindon fumé et rôties sur un lit de Beaufort fondu avec un bon rouge de premier cru. Ben oui, ça gronde sévère là-dedans. Reprenons. Eh bien justement, c'est Noël pour moi aussi. Depuis le temps que ça me démange, j'ai décidé ce matin de prendre un chemin loin, très loin de vous. Je n'ai que trop longtemps supporté les humeurs gargantuesques qui vous animent matin, midi, après-midi, soir et nuit. Votre appétit fut le moteur de mon existence, un moteur d'aspirateur qui a absorbé mon énergie et mon goût pour la vie, au point que j'envisage de vous donner mon cul en entrecôte pour vous rassasier. Je me libère aujourd'hui de votre emprise, afin que mon appétit ne soit plus jamais le jouet du vôtre. Oh. Adieu Gérard, je vous souhaite de tout cœur de trouver un cuisinier à la hauteur de vos incommensurables attentes. Et c'est signé votre plus du tout dévoué Gustave. Mais c'est maintenant tout de suite qu'il me faut un cuistot. C'est Noël, ils sont tous pris, je suis baisé. Oh bordel, j'ai de plus en plus faim, comment je vais m'y prendre moi? Et là, je remarque un petit post-scriptum sur la lettre de Gustave. Si jamais il vous prend l'envie de cuisiner vous-même, sachez qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a 3 kilos de Beaufort au frigo. Pour le pinard, la cave est pleine. Et pour la viande, la basse-cour vous attend. Comment ça, la basse-cour m'attend? Et là, je comprends. Si je veux de la pintade et du dindon comme prévu, je vais devoir les buter moi-même. Oh, c'est pas un problème. J'en ai saigné des bestioles, et des bien plus grosses. C'est pas un problème pour Gérard, c'est vrai. Mais c'est moi qui rêve. Et je suis pas chaud pour tuer des volailles, moi. Oublie-toi, Francky. C'est moi qui suis aux commandes. Je n'ai effectivement aucune prise sur les agissements de Depardieu. Je vois par ses yeux, c'est tout. Je, c'est lui. Mais lui, c'est moi. Me voilà donc pointant mon gros nez rouge dans la basse-cour de ma propriété pour aller zigouiller de la pintade et du dindon. Les voilà, mes belles pintades. Céline, Sophie, Sandrine, aujourd'hui, je vais donner un sens à votre vie. Ingestion, digestion, expulsion. Oh, mes petites chanceuses. Alors, on refuse son destin. Et là, j'exécute un enchaînement de mouvements parfaitement dessinés que je vous raconte au ralenti. Je porte ma main droite à ma mini-poche de jean, j'extirpe une belle lame de rasoir, et en 3 mouvements de balayage, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, j'entaille les coups de Céline, Sophie et Sandrine. Je laisse un petit centimètre de nuque pour pouvoir balancer leur tête comme des figurines pèse. Quoi? Ça me fait marrer. T'es choqué? Bah oui, je suis choqué. Il profite de mon impuissance face à ce qui se passe sous ses yeux. Quel connard. Enfin bref, je dois trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Bon, on a les pintades, il nous reste le dindon pour les fourrer. Stanislas! Ah non!
Pas le dindon, pas Stanislas. À quel moment t'as cru que je t'ai posé une question, Frank Magic? À aucun moment, Gérard Depardieu. Alors, ferme bien ta gueule, non? Non. Comment ça, non? T'as cru que c'est toi qui commandes? Gérard, arrête la picole. Tu maîtrises plus la concordance des temps. T'as cru que t'étais Booba? Oh, comment tu me parles, toi? Ferme bien ta gueule, Gérard. C'est moi qui commande. Oh, garçon. Mec, même pas tu me parles. Je reprends le contrôle sur ce qui se passe. Tu vas faire un câlin à Stanislas. Mais moi, je veux le bouffer, Stanislas. Gérard! Ouh! Je me serre les couilles pour le calmer comme il faut. Ouh, ça serre durement. Ça y est, tu la gardes bien fermée? Oui. Tu vas faire quoi, là, maintenant? Je vais faire un câlin à Stanislas. Bien. Et ça va se passer comment? Ça va se passer tendrement. Voilà. Et maintenant, Gérard, Stanislas, c'est le moment de la fusion. Quoi? C'est moi qui pose les questions. Je fais ce que je veux. C'est mon rêve. Je vais en profiter un peu. Je vais prendre le contrôle. Et puis je vais disparaître sous vos yeux de couillon. Oh, c'était une réplique pour moi, ça. Eh ben non. D'ailleurs, à l'instant, nous venons d'entendre ta dernière réplique en tant que toi-même. Stanislas, un dernier mot? J'ordonne la fusion. À partir de ce moment, je quitte la vision de Gérard pour adopter un point de vue omniscient. J'assiste à un spectacle incroyable. Dans un premier temps, le corps de Gérard se vide de sa chair graisseuse, tel un ballon de baudruche. Vous voyez le ballon de baudruche avec son petit nœud façon cordon ombilical qu'on dénoue pour vider le ballon? Eh ben je ne vous souhaite pas de voir ce que je vois de mes propres yeux de Gérard. D'abord, baissant les yeux sur mon bide, je le vois se dégonfler, jusqu'à révéler mon nœud. À ce moment, le nœud se dénoue sous mes yeux et je me vide, tel un ballon de baudruche qui se vide de son air, avec, à la place de l'air, une espèce d'huile de beurre. Toute cette masse organique se dépose par terre, à mes pieds. Il ne reste plus que mon enveloppe de peau et de poils, toute fragile. Dans un second temps, le dindon ouvre son bec d'une manière solennelle et il aspire l'huile de beurre. C'est maintenant que la fusion est belle à voir. Je m'en souviendrai toute ma vie. Stanislas gonfle en quelques secondes. J'assiste à un morphing Gérard Dindon. Enfin non, Dindonard. Bon, peu importe. Pendant quelques secondes, la tête du dindon fait des bulles. Elle gonfle. Ses joues prennent une teinte rose. Ses plumettes se rétractent. Et puis hop, ça gonfle et ça prend forme. Une grosse tête de Gérard sur un gros dindon. Bon alors, qu'est-ce qu'on fout là? J'ai des pintades à fourrer, moi. Le rêve de Francky. Oh bah merci de nous avoir partagé ce rêve, voilà un retour qui me réjouit mon Francky, vraiment. C'est toujours un plaisir mon cher Michel. Et tout de suite, comme annoncé dans le sommaire, nous allons retrouver Joël et Lionel, nos deux coachs de vie, pour se faire un max de lové sans trop en dépenser parce que Noël évidemment c'est le bon moment pour être radin et aujourd'hui c'est une jolie histoire de Noël qui nous attend. Bonjour les amis, je suis Lionel et à ma gauche c'est Joël. Salut et joyeux Joël. Comme tu es rigolo mon beau Joël. Oui. Dans ce tutoriel, on va expliquer comment faire fortune à Noël pour 2 francs 6 sous. Oh, mais comment s'y prendre mon beau Lionel? Eh bien, nous allons capitaliser sur la générosité des gens lors de cette douce période des fêtes. Oh oui, j'aime ça capitaliser. Oh, mais comment allons-nous faire Lionel? Eh bien, je te propose d'être la star de ce tutoriel et de montrer tes talents d'acteur. Oh oui, je suis doué. En 6e, j'ai joué un chien alcoolisé qui nous retrouvait le... Super Joël, mais garde ça pour ton Skyblog. Allez, je t'explique. Comme c'est Noël, les gens sont de plus en plus sensibles, et encore plus lorsqu'il s'agit d'un faim. Et s'il s'agit d'un faim pauvre, alors là... Oh oui, mais dis-moi en plus Lionel. Eh bien, j'ai retrouvé des vêtements de quand j'étais un petit enfant de 8 ans. Tu vas les mettre et tu vas aller demander aux gens de te donner des petits sous-sous afin de t'aider à pouvoir acheter la luge de tes rêves pour Noël. Tu ajouteras des détails croustillés sur le fait que ta maman t'a abandonné bien avant ta naissance. Et là, bingo, les gens te donneront plein de sous-sous. Oh, comme c'est futé. Allez, je m'habille et je file tout de go dans la rue. Bonjour. Je suis un enfant de 8 ans et j'ai pas assez de sous-sous pour acheter la luge de mes rêves parce que ma maman m'a abandonné bien avant ma naissance. Parfait, Joël. C'est parfait. Ah ouais? Et ça te dirait les bons becs en plus de ça? Oh que oui. Oh que oui. J'aime ça les bons becs. Eh ben viens, ils sont dans ma camionnette là-bas et j'ai également plein de sous-sous. Merci monsieur. Oh, quelle belle camionnette! Ah ben, elle rentre, ils sont au fond là-bas. Grimpons! Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez!
bons becs. Ouvrez! Je trouve pas les bons becs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto pour faire des trucs lucratifs avec 3 fois rien. 3 fois rien. 2 fois rien, Lionel. 2 fois seulement. On n'a pas les moyens. Eh bien, pauvre Jojo, il a encore mangé dans cet épisode. Et pour clôturer ce 13e épisode, on a un mauvais témoin, Michel. Ouais, et c'est le très bavard Mouloud Mackenzie, mi-marocain, mi-new-yorkais et mi-franc-comtois qui nous raconte son rapport à Noël. Le mauvais témoin de mauvais travail. Michel, Francky, vous me demandez un souvenir de Noël, mais vous êtes pas un peu con ? Je suis musulman, bordel, quoi. Je demande, moi, si vous faites le ramadan en mode tocard. Oh, joyeux Noël quand même. Le mauvais témoin de mauvais travail. Merci Mouloud, tout ce que tu as raconté était très édifiant. C'était inspirant mon petit Francky, n'est-ce pas ? J'ai adoré. Et ça fait réfléchir. Et c'est ainsi que s'achève le dernier épisode de 2021. Et je le répète, j'ai vraiment adoré fabriquer cette émission avec mon Francky sûr. On remercie tous les petits mauvais, d'où qu'ils viennent et qui sont de plus en plus nombreux. Oui, et j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à Mouloud, à Dayani, à Tiffen, à Roland, à Tannen, à Gigi White, Black, Mika, Martine, Céline, Seb, Vanessa, Goldwen, François, Anna Memnon, Nico, Romain de la pub coronavirus, Gauthier, Jacques Chirac, Cyril Hanouna qui nous écoute, Alain, Annie, Alain, Rafik, Arthur, Gauthier, Clounax, Plutax, Proutax, Christophe, Philippe, Daniel, Arnette, Rigo, Manu, Julie, Marcouille, Gérard Dedieu, Ruffo, Anussa, Stéphano et j'en oublie. Merci d'écouter, c'est vraiment touchant et ça nous pousse à continuer à essayer de faire toujours mieux. Joyeux Noël les amis, papa, maman, famille, je vous aime. Et toi aussi Francky, bisous cœur à toi. Et ben j'en profite pour conclure avec une petite dédicace perso. Gros bisous à tonton Michel, j'attends ta carte du paradis pour Noël, tu vas m'envoyer ta carte s'il te plaît, je serai très déçu si je ne la reçois pas. Bisous, tonton Michel. Mauvais studio.